Merci beaucoup et merci de votre invitation. Tu as déjà dit, à mon avis, beaucoup de choses et je pense quand même il faut qu'on discute le plus possible avec tous ensemble. Non, oui, après tout, insister sur la question éditoriale dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la forme, le lieu, le rapport au texte, est important parce que, d'abord, vous avez compris que c'est un calendrier éditorial qui a finalement commandé, et ça nous l'assumons, et je pense que toutes les entreprises qui veulent avoir justement un impact, qui veulent être sinon utiles du moins, c'est comme quand on dit cette fameuse phrase, vous savez à quoi ça sert de jeter un pavé dans la mare, surtout pour observer les ronds qu'il fait dans l'eau, donc pour ça il faut bien le lancer. Donc cette histoire mondiale de la France, c'est vrai que c'était un peu une bouteille à la mer, qui finalement a fait plus de vagues que prévu, mais c'est avant tout une expérience éditoriale, et c'est parce que c'est une expérience éditoriale que c'est une expérience critique. Et moi le mot que qui pour moi répondrait à la question qu'est-ce que l'histoire critique de la France, ou qu'est-ce que l'histoire critique de France, ou qu'est-ce qu'une histoire de France critique, parce que ça pourrait être aussi une autre façon, et je vais y revenir tout de suite, de qualifier ce livre, c'est-à-dire au fond le genre histoire de France comme un genre à cheval justement entre le produit littéraire, le produit éditorial, le produit scientifique, mais est-ce qu'il y a vraiment eu des histoires de France pleinement scientifiques au sens avec toutes les véridictions et vérifications, et est-ce que c'est d'ailleurs le sens même de ce genre éditorial? Je ne suis pas tout à fait certain, puisqu'on voit sa fonction essentiellement politique et idéologique depuis au moins 2 siècles, si c'est pas, pour pas dire depuis l'époque moderne, parce qu'il ne faut pas oublier quand même ces instrumentalisations antérieures. Donc notre réponse, ça a été peut-être de dire toutes les tentatives critiques face à des gens aussi consacrés ne peuvent être qu'expérimentales. Et de fait, je dirais que un des termes qui n'est peut-être pas d'ailleurs, je crois que d'ailleurs qu'il est dans l'introduction de Patrick Boucheron, c'est l'idée que, avant tout, c'est une expérience éditoriale et un travail expérimental, tant par finalement c'est son nombre d'intervenants, que son résultat et ses effets. C'est-à-dire que quand on commence, on ne sait pas le résultat que ça va donner. C'est ça une expérience. Alors, on peut aussi admettre que l'expérience, en principe, c'est une définition de la démarche scientifique. Mais comme l'histoire des sciences humaines n'est pas toujours conforme à celle des autres sciences, n'est-ce pas, les expériences en sciences humaines sont un peu plus difficiles à mener en temps réel, et je crois que c'est ce que nous avons modestement tenté de faire. À partir, en effet, et là je reviens à ce que disait Anne, d'un donné ou d'un hérité d'ailleurs assez irritant, c'est-à-dire cette idée que l'histoire de France n'est plus investie, comme genre éditorial, une fois de plus littéraire et populaire, de Henri Martin, Jules Michelet, jusqu'à Jacques Marseille, ou plus récemment, je ne prendrai pas l'exemple de Belin parce qu'il est collectif. On a un genre qui est un genre littéraire dans le sens où il est octorial. C'est une personne face à la France, prophète, sibylle, qui va être à la fois la prosopopée de la France, qui va parler en son nom, qui va exprimer son âme, etc. Vous voyez qu'on est assez loin, évidemment, de toute démarche scientifique. Et c'est, au fond, quand on parle de roman national, on parle toujours de livres qui procèdent de cette grande unicité de l'auteur face au récit de la France. Au passage, d'ailleurs, puisque vous avez évoqué le terme de roman national, il faut rappeler que son galvaudage, excusez-moi ce mauvais terme actuel, ne doit pas faire oublier qu'il n'existe que depuis une vingtaine d'années, 25 ans même, on peut quasiment donner sa naissance, on peut faire évidemment l'histoire du terme, sous la plume de Paul Lyonnais en 1993, dans un livre qui s'appelle « Voyage au cœur du malaise français, l'antiracisme et le roman national ». Il avait été d'ailleurs précédemment cité par son éditeur, un an plus tôt, donc son éditeur lui avait en quelque sorte
si j'ose dire, volé la primeur. Son éditeur, donc, qui était Pierre Nora, et dans une des conclusions des lieux de mémoire, donc l'année d'avant, 1992. Donc on peut dire que le roman national a 25 ans. Donc il faut aussi, voilà, avant, il y avait bien d'autres termes pour désigner tout cela, et je pense que le terme est problématique. Là où il nous intéresse, et où il nous intéresse tous, c'est justement parce qu'il a affaire avec cette histoire de genre. On voit bien que l'histoire de France, en tant que roman national, est un genre littéraire, et de ce point de vue-là, le terme roman est à prendre, je pense, au sens premier. Mais chez Paul Lyonnais, si vous allez lire ce livre, que je vous recommande vraiment chaudement, c'est beaucoup plus une référence au roman familial, c'est-à-dire à cette notion freudienne, qui n'est pour le coup très peu fréquentée par les historiens. On sait bien que les relations entre les historiens et la psychanalyse sont de l'ordre quasiment de des carottes et surtout pas des carottes et des lapins, hein, enfin bon, bref, ou des torchons et des serviettes plutôt. Je ne sais pas trop quoi faire de ça. Je pense que la religion, et ça, tu as cité Suzanne Citron autour de ce vocabulaire du mythe, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler de bréviaire nationale à propos des histoires de France? Parce que ce qui est en jeu, c'est plutôt l'histoire nationale comme religion civique, et c'est exactement pour ça qu'elle est à la fois attaquable et inattaquée à la fin du XIXe siècle. On sait quelle fonction elle a dans l'école primaire, évidemment, on ne peut pas, sauf à être nostalgique de son enfance, mais c'est le propre de la vieillesse, on en a eu de nombreux témoignages, on ne peut pas vouloir que, un siècle plus tard, les religions nationales soient absolument stables. Donc, face à cette évangélière nationale, donc, bon, il est vrai que l'histoire critique, et là, on peut le prendre même y compris au sens premier de Gabriel Monod en 1868. On oublie d'abord que le sens de critique, c'est avant tout la critique des sources, et que l'école qu'on dit parfois positiviste ou méthodique des années 1870, celle même qui a précisément contribué à donner une valeur scientifique au roman national de la Troisième République, s'appelait elle-même école critique. Pourquoi faire un petit peu attention aux mots qu'on utilise. Donc, vous voyez, quand on écrit une autre histoire, on finit toujours par devenir le monument qu'on n'a pas forcément cherché à devenir. Alors, après ces considérations vraiment préliminaires, je voudrais tenter de dire ce qu'on a voulu faire en tant qu'expérience critique, éditoriale et scientifique. Puisqu'il ne s'agissait absolument pas de s'emparer ou de détruire le genre Histoire de France, mais plutôt d'assumer et d'admettre qu'il existe, ça répond à ce que vous disiez en commençant à propos de la demande sociale, et que justement on peut profiter de cette demande sociale pour proposer pour répondre autrement à ce besoin qui, et on l'a constaté dans la réception, n'est pas qu'un besoin de retrouver les mêmes figures. Précisément, le fait qu'on puisse ajouter des nouveaux éléments ou des personnages, si on reste dans le roman, ou des nouveaux phénomènes, on voit bien que ça fait partie aussi, c'est comme pour le dictionnaire, qui chaque année reste le livre le plus vendu, le Petit Robert ou le dictionnaire Larousse, chaque année, pourtant c'est quand même le même livre, mais il y a quand même quelques mots en plus, et puis surtout il faut l'avoir, parce que le posséder, c'est posséder d'une certaine façon la langue. Donc là, on n'a pas du tout eu cette prétention-là, mais l'idée était plutôt justement de soumettre l'histoire de France à une genre d'expérimentation, un petit peu comme dans une éprouvette, donc non pas pour la détruire, la dissoudre. On reste dans l'image de la chimie et de l'expérimentation chimique, non pas pour la dissoudre, c'est un terme qui nous a été... c'est Alain Finkielkraut qui nous a, je sais plus qui, bon bref, qu'on dissolvé l'histoire de France, donc, mais plutôt pour la déconstruire, la reconstruire et surtout la regarder autrement, c'est-à-dire la travailler de l'intérieur, tout en s'appuyant sur cette idée qu'il y a des passages obligés qu'on peut désobliger, quitte à être un peu évidemment désobligeant, mais que c'est précisément ça un bréviaire. Ces variations sur le même thème.
Donc il ne s'agit pas de faire une contre-histoire de France, mais plutôt d'utiliser des effets de genre en les tour à tour, en les détournant et en les recentrant. Je prends un seul exemple. Il va de soi que la posture de l'historien seul face à un grand récit des origines à nos jours, aujourd'hui, sauf évidemment quand on a la fiction d'un auteur avec plein de petites mains derrière qui prépare des fiches, ça existe encore tout à fait, il ne faut quand même pas l'oublier, ça n'a pas de sens dans un monde wikipédo-centré, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, notre réponse, c'est, bah oui, il y a une autorité, elle existe, il ne faut pas la nier, sinon un auteur, c'est Patrick Boucheron, parce qu'il est au Collège de France et qui décide que, ou plutôt il estime, à juste titre, qu'une partie de cette religion nationale est passée par ce lieu, commencé par Michelet. Bon, donc pourquoi pas précisément l'utiliser pour la faire partager, et en l'occurrence, tu as donné le chiffre avec plus d'une centaine de personnes, qui auraient pu être évidemment beaucoup plus nombreux, ça va de soi, il n'y a pas de chiffre cabalistique là-dedans, et précisément, rien que par cet effet polyphonique, briser l'effet de continuité du récit. Parce que fondamentalement, là où l'histoire de France est un genre littéraire, c'est que quelqu'un qui ne peut pas avoir le même niveau de connaissance des Gaulois à la Seconde Guerre mondiale produit pourtant, traditionnellement, un même niveau de discours, qui fictivement est une même connaissance, on va dire, de plus ou moins basse ou haute intensité. Donc déjà ça, c'était la première modulation de fréquence à apporter, c'était la polyphonie. Et en fait, mais avec un contrebalancement en effet, qui peut donner en apparence le caractère traditionnel et qui a été à mon avis, non pas le piège, mais disons l'effet d'optique dans lequel beaucoup de chroniqueurs et journalistes sont tombés, c'est-à-dire, ah oui mais il y a des dates, donc ça par contre c'est traditionnel. Il y a peut-être 120 auteurs, ça ne l'est pas, mais il y a des dates, et donc les dates, ça c'est l'histoire de France. Au passage, aucune histoire de France littéraire n'est écrite sous forme d'une chronique. Hein. Même les grandes chroniques de France, ce ne sont pas des annales, justement. Seules les annales, dans le genre historiographique traditionnel, écrivent l'histoire par entrée annuelle, comme son nom l'indique. Bon. Mais peu importe. Alors, effectivement, ce choix-là a été douloureux, parce qu'en effet, mais il a été tout à fait assumé, parce qu'on savait que du coup, on prenait le risque de... non pas de s'enfermer dans l'histoire bataille ou l'histoire chronologique, mais de tomber dans cet effet d'illusion d'optique ou de ce malentendu. Mais en fait, si on lit chacune de ces dates, d'abord, aucun des auteurs les traite de la même façon, et la plupart les traitent comme des modes d'entrée pour avoir un discours, disons, latéral, oblique, nébuleux autour de la date, pour montrer combien la date ou l'événement éventuellement précipite une histoire problème, un problème historiographique, ou au contraire, la masque. Et c'est là où on tombe sur le cas que tu as donné, la masque ou la détourne. De ces quelques passages obligés qui sont devenus très très désobligeants, hein, puisqu'effectivement, avec d'ailleurs un double effet de désobligeant, c'est-à-dire soit parce qu'ils étaient trop vus comme trop critiques, donc ça c'est la fameuse page Alésia, bon là, je n'en parle pas, c'est très drôle. Non mais c'est d'autant plus drôle que dans toutes les revues de vulgarisation d'histoire et d'archéologie, on dit depuis des années et des années qu'Alésia c'est évidemment une... Mais il suffit que ce soit présent dans une histoire de France pour que là, ça n'a pas... il faut entendre la ritournelle. Il faut que le bréviaire soit là. À l'inverse, dans ces passages obligés qui masquent, effectivement, on s'est rendu compte qu'il suffit, et alors là pour le coup c'est le pouvoir, à mon avis, magique du genre avec sa vertu religieuse, on est encore plus efficace en ne parlant pas qu'en parlant. C'est-à-dire, il suffit de ne pas, tu as donné des exemples, il suffit de ne pas mettre une date attendue, et ça a beaucoup plus d'effet que d'écrire. Donc c'est là où, effectivement, l'expérience critique est totale, puisqu'en fait, une fois qu'on est installé dans le genre, et ben, au fond, l'omission a plus d'effet que le commentaire ou la relecture. Et pourtant, il ne s'agit pas d'omission, puisque nous avons expliqué en introduction, l'exhaustivité étant non seulement impossible à atteindre, mais absolument pas voulue,
puisque supposer l'exhaustivité, c'est re-rentrer dans la religion et dans le bréviaire. Penser qu'on enferme dans un volume tout ce qui peut être dit, et surtout la vérité, puisqu'au fond, quel est l'enjeu, on appelle roman ou bréviaire national, quel est l'enjeu, c'est de dire, ben voilà, la vérité qu'il faut savoir sur l'histoire de France, elle est là-dedans. Donc, l'exhaustivité, on l'a effectivement totalement refusée dès l'introduction, mais c'est très difficile, évidemment, d'expliquer que nos omissions n'en sont pas, mais qu'elles sont, eh bien, non pas des choix, mais qu'elles sont, au fond, le résultat de l'expérience. C'est-à-dire que, effectivement, précisément parce que nous considérons que le lectorat même de grand public a une certaine culture d'histoire de France, ne serait-ce que, d'ailleurs, ça s'est prouvé très largement, et c'est précisément parce qu'il l'a qu'il voit les absences. Sinon, il ne la verrait pas. Donc, ce qui prouve qu'on est dans un dialogue expérimental aussi, et j'y reviendrai en terminant dans un instant, avec le lectorat. C'est-à-dire que c'est au lecteur de s'emparer de cette histoire de France et de jouer avec. Et là, la dimension ludique est très importante. Quand je dis ludique, c'est-à-dire, vous avez parlé de traversée, de voyage, c'est-à-dire d'abord pouvoir passer d'une notice à une autre, interrompre le récit, ne pas forcément être dans la continuité, ne pas forcément lire, je veux dire, le 14e après le 13e, etc., etc. Y ajouter sa propre culture historiographique, ses propres dates clés. Ça, c'est vrai que c'était une volonté. Je crois que ça a plutôt marché. Alors, autre mouvement de balancier dans l'autre sens, après les dates, et qui nous a été plus difficile à assumer, et qui rejoint sur ce que tu disais sur les limites spatiales, sociales de cette histoire, c'est que, évidemment, choisir une entrée par date, même si c'est pour en faire avant tout des prétextes d'écriture et savoir que ce serait aussi un point de repère pratique pour les lecteurs, et bien que c'est que ça politise cette histoire. Ça, c'est ça la militarise pas trop, heureusement, donc c'est pas complètement l'histoire bataille, mais ça la politise au sens, ça, pour le coup, elle ressemble à toutes ces histoires de France qui sont en fait des histoires de l'État, en gros, ou de l'État-nation, mais pas vraiment l'histoire du gouvernement, mais pas vraiment, évidemment pas du tout l'histoire du peuple, ça va de soi, pas du tout l'histoire de la société. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait de faire l'histoire de la société sur la longue durée? D'une certaine façon, on le déconnecte dès que possible au début, en disant mais de toute façon, il n'y a pas de début, il n'y a pas de race première, il n'y a pas de peuple premier, et surtout pas français, donc à partir de là, tout sera sous une forme, si j'ose dire, des tranches, des tableaux sociaux qu'on essaie de glisser au maximum, mais évidemment qui ont été certainement insuffisants. Alors, je ne vais pas, j'ai déjà trop parlé, mais c'était pour vous dire que, et essayer de réagir à la manière dont on a, en faisant un petit hommage à Gérard Noël, pensé avec et pensé contre l'histoire de France. Et donc, je dis bien penser avec et penser contre. Puisque, après tout, il y a des effets positif de l'existence de genre, c'est que, vous l'avez dit en commençant, c'est que du coup, il permet une certaine visibilité. Alors ça, c'est pas forcément efficace, mais on le voit à quel point, au fond, il y a un espace, justement, pour revenir et réinvestir des choix qui, en fait, à partir du moment où on les collectivise, sont très très vite, aisément explosifs, puisque en fait, au fond, il n'y a aucune unité dans ce livre. On nous a parfois dit qu'on tenait une férule éditoriale, comme s'il y avait une sorte de bureau qui tenait si j'ose dire, la charte d'écriture. Absolument pas. Je veux dire, il y a eu évidemment une édition, sur la forme, quelques demandes pour compléter, justement, puisque, en fait, notre vision était plutôt, justement, nébuleuse. On se disait, toutes ces omissions que nous ne pourrons pas, et qui sont infinies, auxquelles nous ne pourrons pas répondre, on va essayer, disons, au moins là, en basse intensité, d'envoyer des petits signaux en disant, rappelez-vous qu'il y a, ou d'ouvrir des portes en disant, et là, ça pourrait dévaler sur toute une autre
si on avait de la place, si on avait du temps, etc. etc. Donc, au total, pour terminer sur les résultats à nos yeux de l'expérience en tant que coordinateur, hein, puisque moi je n'ai jamais lu ce livre, donc je l'ai trop lu pour l'avoir lu avec un regard naïf, avec un bon regard. Donc je m'estime très mal placé pour parler de ce livre, puisque appartenir effectivement les éprouvettes de l'expérience et la flamme sous l'éprouvettes, pour que justement la chimie ne soit pas dissolvante, je dresser quelques ponts de ci, de là, je n'ai jamais lu ce livre en continu. Ça peut peut-être être inutile à dire, mais enfin je peux quand même le préciser. Donc je ne le connais pas, vous le connaissez, enfin ceux qui l'ont lu le connaissent mieux que moi. Mais par contre, en effet, en tant qu'expérience scientifique, savante et engagée au sens total, c'est-à-dire penser que l'histoire peut avoir des effets sociaux, déjà en soi, et des effets, disons, a fortiori politiques, c'est un des résultats ou un des effets qu'on peut noter pour nous, je crois, c'est notre rapport à la chronologie. En fait, nous avons travaillé effectivement par ventilation chronologique de spécialité, hein, je crois, à 4, mais en fait, les périodes que vous voyez, qui n'en sont pas d'ailleurs, les séquences qui découpent ce livre en 12 séquences, sont la dernière chose qui a été définie à la fin, le dernier mois même les dernières semaines. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui aurait été un plan préétabli, avec une histoire de France par case, avec des périodes préétablies, et nous n'avons pas prétendu redécouper, refaire une nouvelle chronologie de l'histoire de France, même s'il y a quelques petites suggestions de décalage, mais plutôt, justement, dresser le relevé de l'expérience. C'est une fois jeté sur la table, c'est 145 textes, une fois rassemblés en autant de pôles, voilà l'équilibre que ça donne. Et cet équilibre, il est aussi narratif, puisque nous avons tenté de séquencer, justement, beaucoup plus que périodiser, pour que ces séquences soient lisibles, justement, comme un sous-ensemble, non pas uni, puisque ces paroles sont une fois plus. Aucun des auteurs ne savait à côté de quel autre texte il serait. Donc, de ce point de vue-là, on l'a dit d'ailleurs une fois dans un entretien, il y a un côté cadavresque dans cette expérience. Hein. Pour moi, le premier effet, c'est précisément que il n'y a pas de chapitre dans cet ouvrage, et ces chapitres ne sont pas des grandes périodes canoniques, exactement comme dans un évangile, hein, avec d'ailleurs 4 périodes, hein, justement dans l'enseignement, ce qui est assez intéressant du point de vue justement de l'évangéliaire. Pure analogie métaphorique. Et puis pour finir, l'autre effet qui, moi, objectivement, je n'y attendais vraiment pas, excusez-moi de parler aussi mal, bon, il se trouve que personnellement, j'ai une certaine sensibilité à l'archéologie préhistorique, et que j'ai un petit peu insisté, mais pas trop, pour qu'il y ait effectivement cette première partie, qui n'est pas vraiment une première partie, puis surtout, c'était pas une partie au départ, c'était donc quelques textes épars, avec cette idée qu'en effet, on va faire l'histoire de pourquoi il ne peut pas y avoir de début à l'histoire. Bon, idée simple, pas facile à mettre en œuvre, mais avec un effet, c'est que s'il ne peut pas y avoir de début, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin non plus. C'est le principe. Or, dans le genre d'un roman, par définition, il y a un début et une fin. Voilà. Donc, c'était, si j'ose dire, le plus grand défi pour nous, c'était d'arriver à tenter de ne pas faire de début. Bon, c'est plus ou moins réussi, mais il y a en tout cas cette idée que dissoudre, là pour le coup, non pas la France, mais disons toute fixation d'une société première ou d'un point de départ dans une sorte de, non pas nuit des temps, mais de tout simplement d'oubli de ce qu'est l'évolution, l'homme, et le passage entre-temps, même si l'Homo sapiens du Maroc qui vient d'être découvert, vraiment un Homo sapiens très archaïque, mais enfin bon, disons que quand même théoriquement, vous voyez, le livre est déjà périmé,
non pas parce que l'homme vient du Maroc et non pas d'Afrique du Sud ou d'Éthiopie, mais tout simplement parce que nos sociétés, si c'est bien un homo sapiens comme nous, ça veut dire que l'histoire de la société humaine vient de prendre 200 000 ans il y a 2 semaines. Et que si on voulait vraiment y prendre vraiment la mesure, ça veut dire que c'est pas simplement 200 000 ans d'histoire oubliée qu'on ne pourra jamais écrire, c'est surtout 200 000 ans d'évolution sociale, anthropologique, culturelle, d'inventivité dont nous sommes les porteurs et qui, de plus en plus, font admettre en effet que le métissage, ou appelez ce que vous voulez, par définition, est le moteur de toute construction. Bon, c'est ça qui nous a valu l'appellation de métécophile. Hein. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça rentrera dans le dictionnaire de la langue française, mais en tout cas, c'est un beau néologisme. Donc voilà. Parce que nous ferions l'apologie du métissage. Bon. Mais c'est pas le métissage pour le métissage, bon, enfin, je m'arrête là. Donc si cette histoire n'a pas de début et qu'elle voudrait ne pas avoir de fin, d'abord, c'est pour ne pas être désespérante, puisqu'au fond, toutes ces histoires de France, qu'elles soient écrites à la fin du 19e, dans la mesure où la République se veut être une forme de fin de l'histoire, ou qu'elles soient écrites dans la France qui tombe, des années 90, ou qui se regarde tomber plutôt, c'est aussi une façon de dire qu'il y a une fin de l'histoire. Bon, en revanche, évidemment, on est obligé de s'arrêter à cette subcontemporanéité qui est de 2015, parce que précisément, elle est aussi une façon de mettre en scène le retour du national brutal, mais complètement, enfin, il a toujours été assez irrationnel, mais je veux dire, sans savoir même de quel national il s'agit. Mais au fond, ne pas vouloir faire de fin, à mon avis, c'est la meilleure façon de rappeler, sans le dire et sans convoquer des autorités épistémologiques, cette chose extrêmement difficile, on l'a vu dans les débats, à faire passer qu'il n'y a d'histoire que contemporaine, qui est pourtant la base de tout travail historien, mais qui est très très difficile à faire admettre, je veux dire, pas d'autres historiens, enfin quoique si d'ailleurs, parce que souvent ils pensent qu'il n'y a d'histoire que contemporaine à eux à la limite, mais voilà, on voit bien, ils ont du mal à admettre leur caducité, la mort est de toute façon toujours quelque chose de difficile à admettre, ce qui est bon, bizarre pour un historien, mais bon, puisqu'il vit de ça, mais c'est pas grave. Bon, mais voilà, en tout cas, cette idée qu'il n'y a d'histoire que contemporaine, en elle-même, est elle-même porteuse de dissolution de tous les romans, par définition, puisque au minimum, il faut l'actualiser, voire, et par définition, donc, le faire évoluer. Donc, c'est pas... Nous n'avions pas plutôt cette prétention, nous n'avons pas vraiment cette prétention, mais plutôt poser le problème, en fait. Poser le problème de la manière dont on pense avec ou pense contre un genre qui, effectivement, n'a pas disparu et dont on peut faire, d'ailleurs, évidemment, l'histoire, ce que n'était pas du tout le projet de ce livre. Mais au total, je pense que c'est quand même ce mot d'expérience collective et ni éditorial, ni scientifique, qui caractérise cette aventure. Voilà. Je vous remercie.